Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat des têtes de liste pour le fédéral dans la province de Namur avec 5 invités aujourd'hui. Tout d'abord David Claraval, vous êtes député fédéral sortant, tête de liste et maire, bonjour. Bonjour. Jean-Marc Delizé, vous êtes également député fédéral sortant et tête de liste PS, bonjour. Bonjour. Benoît Dispa, vous êtes bourgmestre de Jean-Blou, tête de liste CDH, bonjour. Bonjour. Paul-Henri Jean Debien, ancien parlementaire pendant les années 80. Vous êtes le président d'honneur du Rassemblement Wallonie-France. Vous êtes tête de liste au fédéral. Bonjour. C'est exact. Et enfin, Georges Gilles Quinet, vous êtes député fédéral sortant, tête de liste écolo. Bonjour. Bonjour à toutes. Alors, vous êtes 5 invités, non pas 6. On avait invité le parti La Droite et sa tête de liste Sonia Van Bell. Malheureusement, Sonia Van Bell a eu un petit souci de santé. Elle ne peut donc pas être présente et le parti La Droite n'a pas pu trouver de remplaçant. On lui souhaite en tout cas un prompt rétablissement. Alors, on va commencer ce débat fédéral avec une des questions importantes pour l'après 25 mai, les questions budgétaires. L'Europe demande d'économiser 13 milliards d'euros entre 2014 et 2016. C'est un très gros effort, on en a déjà pas mal parlé, mais on entend rarement les petits partis là-dessus. Alors Paul-Henri Jean Debien, dans l'argumentaire du Rassemblement Wallonie-France, la proposition 6 est très claire. Moins de gaspillage, l'État belge égale plus de 25 ministres et 6 parlements. Fin de citation. C'est comme ça qu'on va faire des économies en simplifiant la lasagne institutionnelle belge? C'est relativement anecdotique. Je crois que le fond est beaucoup plus important encore que cela. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit d'éviter d'être endetté à l'excès. Et en même temps, il ne faut pas casser les espoirs de relance et de reprise. Donc c'est extraordinairement compliqué. Toute l'Europe est d'ailleurs confrontée à cette question-là. Ce qu'il faut constater, c'est que nous continuons à nous endetter. Certes, nous avons légèrement baissé le déficit public annuel. Il est actuellement de l'ordre de 2,8 la dernière année budgétaire, alors que l'Europe nous avait demandé moins, 2,5. Donc nous ne sommes pas nécessairement le meilleur élève. Il faut aussi ajouter ceci, c'est que depuis que M. Di Rupo est au pouvoir, il n'y a pas si longtemps que ça, 2 ans et demi, la dette publique belge s'est aggravée, s'est alourdie d'au moins 30 milliards. Donc chaque année, nous continuons à creuser le déficit et donc à limiter les possibilités de l'action publique. Alors le problème est à la fois national, régional et européen. À tous ces niveaux-là, je pense que nous sommes soumis à une sorte d'idéologie du moment qui est des économies à tout prix, l'équilibre budgétaire à tout prix. Est-ce que c'est la meilleure façon d'agir alors que les autres grands pays du monde, notamment les États-Unis, les pays émergents, ne se soucient absolument pas de leur équilibre budgétaire et font ce que j'appelle du déficit contrôlé, un certain taux d'inflation et de la relance permanente. Ce que l'Europe, prise dans, je dirais, le piège de la Banque centrale européenne, qui est soumise à une certaine idéologie allemande, que je ne critique pas parce qu'elle est allemande, mais qui est devant nous, pose d'énormes problèmes de relance. Nous sommes actuellement comme perspective avec une croissance maximum d'1% en 2014, alors que tout le monde sait que pour relancer l'emploi, il faut au minimum entre 1,5 et 2% de croissance. Donc des économies, oui, notamment au niveau des régions, au niveau des communes, au niveau des provinces, mais pas au point de casser la croissance économique. Alors, quand je regarde le pays, quand je regarde la France, c'est tout de même un pays où depuis 1974, il n'y a plus eu d'équilibre budgétaire. Et pourtant, en France, la question du chômage, par exemple, est toujours aussi prégnante, est toujours aussi importante. Fonctionner uniquement avec du déficit, ça n'a pas l'air de fonctionner outre Kievrin. Je dis, il faut un équilibre. Il faut à la fois tabler sur un certain nombre d'économies d'une façon raisonnable et en même temps, et moi je suis partisan, je dirais, de ce qu'on appelle dans les livres savants la doctrine keynesienne, du nom d'un économiste anglais d'avant-guerre, c'est-à-dire de pratiquer de la relance, notamment dans les grands travaux d'infrastructure. Quand j'étais au Parlement européen, j'avais déposé, au nom de la Commission de politique régionale, un projet de politique européenne d'aménagement du territoire et de développement des grandes infrastructures. Je suis un peu honteux de dire, c'était il y a 30 ans. Qu'a fait l'Europe depuis cette époque-là
pour justement coordonner l'aménagement du territoire, les grands travaux d'infrastructure, de lignes de chemin de fer, de voies de pénétration autoroutière, rien. Je pense que là, il y a une piste à suivre pour l'avenir. Benoît Dispa, une réaction? Il faut faire de grands travaux d'infrastructure, il faut créer une Ludgenville, une CDH-ville? Mais ce qui est vrai, c'est que cette capacité d'investissement que nous devons rétablir, elle doit pouvoir s'exercer à la fois au niveau européen et au niveau local. Peut-être pas par l'intermédiaire d'une nouvelle ville, c'est un peu caricatural, mais l'Europe doit incontestablement pouvoir financer des investissements, notamment dans les grands moyens de transport, pour essayer de renforcer encore la cohésion territoriale à l'échelle européenne. Et en même temps, il faudrait que les pouvoirs locaux puissent conserver une capacité d'investissement qui est très importante, puisque en Belgique, les pouvoirs locaux représentent plus de la moitié de l'investissement. Et malheureusement, les normes qui sont maintenant adaptées et adoptées sur le plan budgétaire visent à contraindre cette capacité d'investissement et à entrer dans un dogme de l'équilibre budgétaire à tout prix, alors que si pour l'équilibre, je suis absolument d'accord qu'il faut le tendre vers sa réalisation, il faut cependant se préserver des capacités d'investissement parce qu'il y a des déficits qui sont utiles lorsqu'ils sont producteurs d'avenir, lorsqu'ils sont économiseurs d'énergie, lorsqu'ils sont productifs tout simplement. Donc il faut à la fois tendre vers un équilibre et en même temps le faire de façon relativement intelligente. Ça veut dire notamment s'imposer davantage d'efforts quand la période est plus facile. Si on fait un peu le bilan de l'histoire des finances publiques ces dernières années, on peut se dire que peut-être on a raté une occasion lorsque, au début des années 2000, la croissance était plus forte. La majorité arc-en-ciel qui s'est mise en place à ce moment-là a été un peu dispendieuse. On a pu à la fois faire des réformes fiscales et un peu le retour du cœur, alors que c'est peut-être quand la croissance est la plus forte que l'on doit s'imposer une certaine discipline pour pouvoir rétablir l'équilibre. Par contre, en période de faible croissance, à ce moment-là, il faut ralentir un peu le rétablissement de l'équilibre budgétaire pour pouvoir continuer simplement à faire tourner la machine. Le rôle de l'État, là, est d'assurer finalement qu'une certaine poursuite de l'activité économique soit possible. Donc, il n'y a pas de dogmatisme à avoir en la matière. Il faut un peu d'intelligence dans la gestion de nos dépenses et de nos recettes. Mais en toute hypothèse, il ne faut pas faire croire qu'on pourra raser gratis. Et demain, pas seulement à cause de la pression européenne, mais simplement parce qu'on ne peut pas dépenser plus d'argent que l'on a, sauf à reporter le déficit sur les générations futures. On devra nécessairement être précautionneux, être prudent dans la gestion de l'État. David Claraval, le MR, l'OpenVLD au début des années 2000 a loupé le coche. On aurait dû à ce moment-là tenir compte du fait que forcément en période de cycle, en période économique, les cycles se retournent et qu'on allait avoir des difficultés économiques aujourd'hui. À l'époque, les trois partis au pouvoir, donc socialistes, écolos et libéraux, ont agi sur plusieurs niveaux. En effet, ils ont contrôlé leurs dépenses, mais ils ont mis en place des fonds pour faire face au vieillissement de la population. Ils ont aussi mis en place une réforme fiscale. Il y a eu beaucoup de très bonnes choses pendant cette période et il est un peu caricatural de venir dire que c'est de cette époque-là que date la dette publique. La dette publique date d'il y a bien plus longtemps que cela, période où le CDH évidemment était au pouvoir. Donc ne caricaturons pas, c'est un peu... oui, c'était le PSC. Je n'ai pas dit que la dette provenait de cette époque-là. Je dis simplement qu'en période de vache grasse, il faut être Oui, mais c'est ce que nous avons fait. Nous avons mis en place un fonds argenté pour faire face au défi du vieillissement. Peut-être qu'il n'est pas suffisamment alimenté, on peut en parler. Il n'a pas du tout été alimenté depuis 4-5 ans minimum. Mais vous avez remarqué que depuis 4-5 ans, la nouvelle majorité, avec le PS et le CDH, a dû faire face à la crise bancaire, à la crise économique, à la crise sociale. Et le ministre Chastel, le ministre du Budget, a eu la lourde tâche de trouver avec les autres partenaires 22 milliards d'euros. Et nous avons pu le faire dans un équilibre à la fois en diminuant les dépenses, en prenant aussi malheureusement de nouvelles recettes et en ayant d'autres mesures qui a permis pour la Belgique, quand on la compare avec les autres pays de l'Union européenne, de passer la crise moins mal que les autres. Je pense qu'il faut en cette période-ci continuer à être rigoureux parce que si l'on laisse filer les déficits publics comme certains le souhaitent, on risque une chose, c'est de se retrouver dans une situation identique à celle de la Grèce, qui n'a plus été en mesure de pouvoir contrôler ses dépenses publiques, une perte de confiance totale des prêteurs et l'intervention extérieure d'organismes internationaux qui prêtent à des taux beaucoup trop importants. Et donc il a fallu, et le ministre Chastel l'a fait remarquablement bien, il a fallu prendre ses responsabilités, remettre la confiance sur le marché. La Belgique aujourd'hui a retrouvé un équilibre.
on respecte nos objectifs européens et on voit repoindre tout doucement une légère reprise. Et nous espérons, nous MR, que cette reprise va pouvoir donner des marges suffisantes que pour pouvoir alimenter la pompe de la reprise au travers d'une réforme fiscale, parce que les années de vaches maigres que nous venons de passer doivent aussi être récompensées, et ceux qui ont été le plus mis à contribution, c'est-à-dire les travailleurs, doivent pouvoir, dans les années qui viennent, récupérer une partie des charges qui pèsent sur leur salaire. Et donc nous pensons que tout le travail réalisé ces dernières années doit être récompensé. Il faut donc une réforme fiscale pour alimenter la relance. En alimentant la relance, nous aurons de nouvelles recettes fiscales au travers de la consommation, la TVA, et nous pourrons ainsi faire face à nos défis budgétaires. Donc c'est un équilibre qui doit être mené. Un cycle vient de se terminer. Nous espérons entrer dans un cycle positif et pouvoir ainsi dégager des marges pour une réforme fiscale ambitieuse. Le Conseil supérieur des finances, dans un récent rapport, propose de postposer d'1 an le retour à l'équilibre budgétaire en 2017. Donc, 13 milliards d'économies. Il y a une timide croissance qu'il faut alimenter. On fait comment chez Écolo ? Je voudrais dire que sous cette législature, sous le gouvernement Di Rupo, on a été au-delà de la rigueur. On a été dans l'austérité en prenant des décisions qui font très mal sur le plan social et sur le plan économique, à cause d'une situation provoquée par le système bancaire et financier qui a été assez peu proportionnellement mis à contribution par rapport aux travailleurs, aux demandeurs d'emploi, aux pensionnés, voire aux entreprises qui ont vu leurs factures payées avec retard. Alors comment fait-on? C'est la question que vous posez. D'une part, nous mettons en cause depuis quelques années le rythme du désendettement et effectivement le dogme européen en matière budgétaire. Effectivement, nous ne voulons pas léguer une dette démesurée à nos enfants, telle que nous l'avons héritée des travaux inutiles des années 60 et 70. Mais en période de crise, il faut un État qui soit capable d'investir pour préserver effectivement des systèmes de solidarité, notre sécurité sociale qui était mise à mal, et qui soit capable d'investir dans l'économie du futur, tel que le gouvernement wallon et le gouvernement bruxellois ont essayé de le faire avec les alliances emploi-environnement, plan Marshall 2.0, essayer d'identifier les secteurs qui seront les secteurs moteurs, qui vont entraîner l'économie, qui vont faire de la Belgique effectivement un modèle en matière économique. Et puis, effectivement, en matière fiscale, on a un système qui aujourd'hui est injuste et inefficace. Injuste parce qu'il fait peser davantage le poids de la constitution des moyens publics sur les plus faibles, que ce soit les personnes physiques ou les PME. Il est inefficace parce qu'on jette l'argent par les fenêtres avec certains systèmes fiscaux comme les intérêts notionnels, et donc il faut le corriger en répartissant la charge différemment. On peut certainement s'en sortir avec un volume de recettes équivalent, mais réparti différemment pour que les épaules les plus larges contribuent davantage, notamment tout ce qui concerne la spéculation sur les marchés financiers, les revenus des capitaux, les hauts revenus. Il faut conserver une exonération sur les premiers revenus, comme aujourd'hui, sur les 1880 premiers euros d'intérêt sur les carnets d'épargne, mais faire contribuer davantage ceux qui spéculent et ne créent pas de valeur ajoutée, ne créent pas d'emploi aujourd'hui. Et là-dessus, on n'a pas vu grand-chose, si ce n'est quelques discours sur les plateaux télé. Mais en matière de décision, il n'y a toujours pas, par exemple, de taxation sur les plus-values boursières dignes de ce nom. Nous le regrettons dès lors qu'il y a des mesures qui font très mal aux plus faibles. Je pense évidemment aux 55 000 personnes, dont une majorité de jeunes, qui risquent d'être exclus des allocations d'insertion à la fin de l'année si on ne change pas la décision qui a été prise par le gouvernement fédéral. Alors vous évoquez la fiscalité, Jean-Marc Delisée. Les dépenses publiques ont encore progressé au cours de la législature qui se termine. Avec 54,7%, on est 4e selon les chiffres Eurostat. Il n'y a que la Grèce, le Danemark et la France qui dépensent plus que la Belgique en termes de dépenses publiques. Dans le programme du PS, on n'évoque pas d'économie dans le budget de l'État. Pour vous, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas moins dépenser. Est-ce qu'on risque pas d'aller un petit peu droit dans le mur? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la distinction à faire entre la rigueur et l'austérité. On peut discuter philosophiquement. C'est sémantique, hein. Ces discussions-là. Nous, le Parti socialiste a refusé l'austérité aveugle telle qu'elle est mise en place par la Commission Barroso, telle qu'elle était souhaitée par Mme Merkel et d'autres conservateurs européens, M. Cameron entre autres. Nous avons refusé ça parce que si on appliquait à l'ensemble des pays de l'Union européenne les remèdes
terribles qui ont été appliquées en Grèce, en Espagne, en Italie, dans d'autres pays, on allait vers une récession généralisée au plan européen. Et donc, au contraire, nous avons prôné au plan européen et au plan belge une certaine relance, mais on l'a dit dans un certain équilibre, parce que le mot qui a été le plus utilisé par mes collègues ici, c'est le mot équilibre. À la fois, on ne veut pas casser la machine économique, on ne veut pas casser l'outil et l'économie, et à la fois, c'est vrai que on est dans une perspective de désendettement. C'est-à-dire qu'à terme, on peut discuter de la période. À terme, il faut arriver à un certain désendettement parce que un endettement excessif, c'est reporter finalement sur les générations futures le poids de cette charge d'intérêt. Et donc, on a voulu à la fois désendetter le pays, tendre vers un certain équilibre. On est parvenu à revoir aussi la trajectoire budgétaire, ce qui n'était pas souhaité par d'aucuns. Donc, à la fois, oui, il y a eu des efforts qui ont été faits de diminution de dépenses, d'augmentation de recettes et d'autres éléments pour revenir à l'équilibre progressivement. On est sur cette voie-là, mais à la fois, on veut aussi relancer sur le plan belge, avec les pouvoirs locaux, les régions, le fédéral et l'Union européenne. Et nous pensons qu'il faut aussi investir dans les grands équipements, dans la recherche et l'innovation pour être concurrentiel sur le plan international, dans le plan de la formation aussi, où il y a un sous-investissement des entreprises dans la formation aujourd'hui. Et donc, on pense qu'il faut relancer la machine, le pouvoir d'achat, la demande intérieure et alors à ce moment-là, grâce aux recettes qui seront générées par l'activité économique, le pays s'en tirera. Maintenant, il faut dire aussi, si on refait l'histoire, on a aussi refait l'histoire ici. Gouvernement arc-en-ciel, 99, 2003, c'est déjà il y a très longtemps. Ce gouvernement avait créé 200 000 emplois. Le gouvernement suivant en a créé 120 000. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette crise bancaire, la crise du système bancaire et spéculatif mondial, qui a entraîné une crise économique qui a plombé à la fois les budgets publics et l'emploi de manière générale. Donc on doit sortir de cela. On sent aujourd'hui qu'il y a une relance qui est timide, et donc il faut l'amplifier. Donc nous voulons l'amplifier par une fiscalité plus juste, qui est mise dans le pouvoir d'achat des citoyens, les travailleurs, la majorité des travailleurs, les retraités, les allocataires, pour relancer cette dynamique avec en même temps des investissements en recherche et en développement. Ok, on va passer au deuxième chapitre de ce débat, les services publics, la Poste, la SNCB. Alors, Jean-Gilles Quinet, les Namurois ont-ils été suffisamment entendus lorsqu'il a été question de services publics lors de cette dernière législature? Ça ne concerne pas que les Namurois, mais si on voit ce qui s'est passé au cours de cette législature, il y a des reculs en matière de services publics. Ici, avec le prisme namurois. Oui, je vais revenir sur le prisme namurois, et notamment en matière de mobilité. Je vais d'abord parler de la Poste, avec cette entrée en bourse de la Poste, la diminution du nombre de travailleurs, la diminution aussi de la qualité du service et l'augmentation de la pression sur les travailleurs. Ça nous inquiète en province de Namur comme ailleurs. Mais alors, effectivement, en matière de rail, la SNCB est depuis de trop nombreuses années la variable d'ajustement budgétaire du gouvernement. Le nouveau plan de transport ne nous satisfait pas, dès lors qu'il augmente de 3 à 4 minutes les trajets aller et retour de tous les travailleurs namurois, et ils sont nombreux, j'en suis, qui prennent le train tous les matins et tous les soirs. Donc ça veut dire 8 minutes par jour, 40 minutes par semaine. Au bout du mois, effectivement, on passe beaucoup plus de temps dans le train, faute d'investissement suffisant. Et la suppression de liaisons tôt le matin et tard le soir n'est pas non plus un bon signal, au-delà des inquiétudes que nous avons sur certaines lignes stratégiques, comme la ligne Charleroi-Couvain, qui est importante pour tous les travailleurs et les étudiants de Philippeville et ailleurs. Il y a quelques éléments positifs néanmoins, pour être objectif, c'est effectivement, mais sa réalisation tarde, c'est la modernisation de la ligne entre Bruxelles et Luxembourg, qui passe effectivement par Namur. C'est la recréation de liaison directe entre Dinan et Bruxelles qui va soulager tous les travailleurs, je l'espère, de la vallée de la Meuse, qui subissent depuis trop nombreuses années de nombreux retards. Mais Namur, comme d'autres provinces rurales, est désavantagé par les choix politiques fédéraux. Je pourrais également citer la suppression de bureaux du SPF Finance, c'est-à-dire des contributions en région rurale. Et on a vraiment l'impression que le milieu rural n'est pas respecté pour ce qu'il est. Et la puissance publique doit pouvoir assurer des services de qualité en matière de mobilité, en services postaux, et une accessibilité à ces services qui n'est pas optimale aujourd'hui, à cause effectivement de ce contexte de
d'austérité budgétaire, ce dogme budgétaire qui a été appliqué, quelles qu'en soient les conséquences pour les citoyens. Jean-Marc Delisle, une réaction? Jean-Pascal Haby a laissé tomber un peu les Namurois? Je ne suis pas d'accord avec l'analyse qui est faite par Georges Gilles Quinet. L'État fédéral consacre beaucoup d'argent, investit beaucoup d'argent pour cette grande entreprise publique qu'est la SNCB. 3 milliards par an. Je crois que c'est 1,5 milliard en fonctionnement, plus effectivement l'investissement. Justement budgétaire à la baisse systématique. C'est une somme considérable. Rien que le fonctionnement, faire rouler les trains, c'est déjà quelques 3 milliards d'euros. C'est énorme, c'est une somme très importante. Est-ce qu'elle est encore suffisante? Ça, c'est la question. Et le plan d'investissement sur l'ensemble du pays est de 26 milliards entre 2013 et 2025. Donc je pense qu'il y a une volonté d'investir et de ne pas avoir un rôle moins important de l'État au niveau de la SNCB. Le plan de transport, il n'est pas approuvé. Le ministre Labi a dit il ne respecte pas le contrat de gestion. Je demande aux gestionnaires de la SNCB de le revoir et de consulter les forces vives dans les différentes provinces, ce qui a été fait. Pour la ligne 132, Charleroi-Couvain, qui m'est chère, c'est aussi ma région, j'ai organisé une concertation avec les communes riveraines, les utilisateurs et la SNCB, avec des propositions pour en revenir à quelque chose qui donne satisfaction aux besoins qui sont exprimés par les utilisateurs. Donc il y a une volonté du Parti socialiste de défendre certainement les services publics. On parlera peut-être de la Poste aussi, je ne sais pas si vous le permettez, mais pour la SNCB, de dire ce plan de transport doit être revu. Le plan d'investissement, pas facile évidemment d'avoir l'équilibre entre les priorités des uns et des autres, mais pour la province de Namur, la modernisation de la ligne 161-162 Namur, Arlon-Luxembourg est une des priorités, la 132 également. Donc un investissement, donner des moyens de fonctionnement pour que la SNCB fonctionne au mieux pour ses utilisateurs. Donc il n'y a pas de désinvestissement de l'État, loin de là. On parlera de la Poste plus tard ou... Plus tard, un tout petit peu plus tard. Paul-Henri Gendebien, vous évoquiez un scandale, les gares Calatrava. Je trouve qu'on entend beaucoup de farine voler autour de nous. La situation des services publics en Wallonie est mauvaise. Il faut ouvrir la ligne Dinan-Givet. Et dans la région d'Inan-Philippeville, je trouve que vraiment la population est maltraitée. Ça ne tient pas à un parti plutôt qu'à un autre. Ça tient malheureusement au faible poids démographique et donc électoral et donc politique de cette région. Et tous les gouvernements ont négligé le sud de la province depuis très longtemps. Mais d'une manière générale, ce qui est posé, c'est la crise, non seulement économique générale ou la crise institutionnelle qui ronge la Belgique, mais c'est aussi la crise de l'État-providence. Nous constatons en même temps que les inégalités sociales augmentent. Est-ce que vous savez que la Wallonie, sur 195 régions européennes, en ce qui concerne le taux de pauvreté, est classée 145e? Et c'est une étude de la région wallonne, de l'IWEPS. La Flandre est 22e, la Wallonie 145e. 20% de la population wallonne est en dessous du taux de pauvreté. Donc la nécessité du service public, elle est plus évidente que jamais. Or, nous constatons que, aussi bien à droite qu'à gauche, l'idéologie dominante, la privatisation, l'ultralibéralisme ont fait des dégâts terribles, aussi bien à la Poste qu'au chemin de fer. Et ce n'est pas terminé. Vous avez, messieurs, tous soutenu l'évolution ultralibérale de l'Europe, qui tend à supprimer les services publics, à leur opposer une concurrence privée. Alors, vous racontez monts et merveilles à propos de la SNCB. Je constate qu'il y a 2 ans, tous les partis à la région wallonne ont protesté contre le plan d'investissement. Et puis, ils se sont tus. Et actuellement, nous constatons qu'on va encore mettre 8, 9, 10, 11 ou 12 milliards d'euros dans la gare de Mons. Hein, parce que M. Di Rupo voulait aussi son jouet, au même titre que les Liégeois ont eu une gare, certes superbe sur le plan architectural, mais qui a mangé entre 17 et 18 milliards d'euros. Ah, ça me fait penser à la cathédrale. C'est absolument absurde le montant que vous... C'est absolument absurde. La gare de Mons, à la cathédrale de 150 millions d'euros, pas des milliards. Enfin, vous dites vraiment n'importe quoi. Mais vraiment, franchement, écoutez... Par souci de gloriole. Revoyez vos chiffres. Hein. Par souci de gloriole, et aussi peut-être dans un contexte de corruption généralisée, enfin des investissements démentiels. Donc, pour me résumer, oui au service public, plus que jamais. À la fois sur le plan doctrinal, nous devons, en période de crise, rétablir l'autorité et le rôle de l'État. Et ce n'est pas
se montrer soit marxiste, soit bureaucratique que de le dire. C'est une nécessité dans une région faible comme la Wallonie, qui subit beaucoup plus que les régions riches le poids de la crise. Vous savez, M. Clarinval a dit tout à l'heure, la Belgique s'en sort moins mal que les autres pays européens. Je dirais, pour être plus objectif, qu'elle se situe dans la moyenne européenne en tant que Belgique grâce aux statistiques flamandes. Mais dans vos chiffres, vous ne citez jamais ceux de la Wallonie. Est-ce que l'on sait que en Wallonie, le chômage atteint entre 17 et 18%? Il y a les chiffres de pauvreté, il y a les chiffres de fermeture d'entreprises. Et donc je pense que le service public, je terminerai par là, le service public est une nécessité absolue. Encore un mot quand même. En 1935, le train Charleroi-Bruxelles allait 5 minutes plus vite que le train Charleroi-Bruxelles en 2014. Donc il y a 80 ans, on allait plus vite en chemin de fer entre les principales villes wallonnes et Bruxelles qu'aujourd'hui. C'est tout dire. Alors justement, Benoît Dispa, je voudrais vous faire réagir là-dessus. J'allais poser cette question-là. C'est vrai qu'on se pose quand même quelques questions. En 2014, on roule moins vite qu'au XXe siècle. Comment c'est possible? C'est ce qu'a dénoncé par exemple le député CDH Josie Arens, qui est un député du fin fond du Luxembourg. Il monte à Bruxelles très régulièrement. Il mettait 2 heures au début de sa carrière politique et maintenant il met entre 3 et 4 heures pour remonter à Bruxelles. Donc on voit bien là l'effet d'un sous-investissement. Sur ce point-là, je suis d'accord avec Monsieur Gendebien. Je voudrais quand même lui rappeler que de tous les partis représentés au sein des instances de gestion de la SNCB et d'Infrabel, le CDH fut le seul à refuser le plan d'investissement. Et nous l'avons fait au motif justement que la ruralité devait être défendue davantage. Et par la suite, l'ensemble des partis nous ont rejoints pour exiger notamment le maintien de toutes les lignes C, les lignes existantes. Parce qu'on sait bien qu'une fois que l'on diminue les investissements, on finit par diminuer la fréquentation et puis on trouve là un beau prétexte pour fermer la ligne. C'est que c'est la Flandre qui contrôle la SNCB. C'est ça le problème. Je suis d'accord que la répartition 40-60 qui a été confirmée par un accord de la majorité arc-en-ciel à nouveau pose des problèmes, non pas tellement dans la répartition des enveloppes, mais dans la mise en œuvre. C'est comme ça notamment que le RER se trouve pénalisé, ce qui a également un effet négatif sur la province du Luxembourg. Quoi qu'il en soit, vous avez raison également, M. Gendebien, de dénoncer une certaine gabegie. Moi, je peux donner l'exemple contraire. À Jean-Blou, petite gare, mais quand même la 6e gare de Wallonie. Nous avons, la SNCB je veux dire, a complètement modifié, rénové l'infrastructure pour une dizaine de millions d'euros. Donc des sommes dérisoires au regard de ce qui a été dépensé à Mons ou à Charleroi sous la pression des mandataires socialistes locaux et non des moindres. Ben, avec un investissement aussi modeste, on peut néanmoins améliorer considérablement l'accueil des voyageurs et améliorer l'intermodalité. Et tout récemment, dans la foulée de ce souci d'intermodalité, nous avons en plus ajouter un point vélo à la gare. Donc on peut vraiment, je crois, améliorer l'offre de transport pour la diversifier et assurer une plus grande mobilité. Mais encore faut-il évidemment que les capacités d'investissement soient maintenues et que les gaspillages soient évités. Je voudrais ajouter peut-être qu'en matière de mobilité, le CDH propose une idée qui me paraît vraiment intéressante et innovante, c'est le covoiturage. Le transport en commun est évidemment indispensable, le transport par la SNCB en particulier. Mais enfin, ici, nous sommes venus à Bruxelles tous les 5 et nous sommes venus séparément, chacun dans notre voiture. Bon, évidemment, en période électorale, ce n'est pas facile. Mais durablement, il faut, je crois, qu'on mette en place, et c'est une proposition forte de Benoît Ludgen, un dispositif qui permette vraiment d'encourager, notamment tous ceux qui montent à Bruxelles ou qui rejoignent les grandes villes, à partager leur voiture. C'est une économie à tout point de vue, et c'est en plus beaucoup plus convivial. Enfin, je termine en disant qu'en matière de services publics, bien sûr, il y a les services publics dont on vient de parler, la Poste et la SNCB, mais il y a aussi, au-delà de la conception un petit peu organique traditionnelle du service public, il y a aussi le service aux personnes, service public en termes de finalité, de défense de l'intérêt général, les soins à domicile. Et là aussi, dans nos régions rurales, on a une grosse difficulté pour assurer notamment le maintien à domicile des personnes qui souhaitent y rester. Et donc là aussi, il y a un gros investissement à faire, notamment au niveau régional, pour que les transports en commun gérés par le TEC puissent être plus efficaces. De ce point de vue-là, je ne souscris pas à l'option du MR qui vise à rationaliser
déplacer et fusionner l'ensemble des structures tech, parce que je pense qu'une région comme la région namuroise y perdrait beaucoup. Les centres de décision se situeraient à nouveau à Liège ou à Charleroi, avec de nouveau un risque important de moindre investissement dans les régions namuroises. Donc un peu de proximité ne nuit pas, parce que ça permet vraiment de coller aux réalités de terrain et de répondre aux besoins de la population locale. Alors David Clarinval, dans le programme du MR, il est question de réorganiser le modèle organisationnel dans les entreprises où l'État est actionnaire. Alors je cite, il faut glisser vers un modèle dual avec une séparation claire des entreprises publiques à vocation commerciale et des entreprises délivrant essentiellement des services publics. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour les Namurois qui vivent donc dans une province rurale? Eh bien, pour vous faire comprendre, je voudrais rebondir sur ce que M. Dispa vient de dire. Si les techs Namur et Luxembourg sont plus efficaces que les techs Liège-Charleroi, c'est parce que ce sont des techs qui sont gérés par des sociétés privées et parce qu'on n'a pas du personnel nommé qui fait grève tous les 15 jours, comme on le constate à Charleroi ou à Liège. Et donc, la structure ici n'a pas vraiment beaucoup d'impact, c'est parce que simplement on a pu mettre en place une gestion avec un service public géré par des entreprises privées qui sont bien plus efficaces. Il n'y a pas de grève et on constate ici l'importance d'avoir une vision moderne du service public. Il faut faire la même chose avec la Poste, la SNCB, Belgacom. Par exemple, la Poste. Vendre les moi, je n'ai absolument pas de souci à ce que les timbres postes soient vendus dans des supérettes de telle sorte à ce que les supérettes locales puissent offrir des services postaux supplémentaires. Il y a de la créativité à avoir dans les services publics parce qu'on n'est plus au XXe siècle où on avait une structure publique souvent pléthorique avec de très nombreux membres du personnel qui n'avaient absolument aucun objectif de rentabilité et cela coûtait très cher. Alors je voudrais donc simplement dire que si nous, OMR, par rapport au débat qui vient d'être donné ici, la première chose, c'est qu'en effet, au niveau namurois, on a constaté que Namur n'avait pas été récompensé, Namur n'avait pas été respecté par rapport à toute une série de décisions. On a parlé des gares et en effet, quand on voit que en termes de sauvetage des gares rurales, on n'a pas pu donner quelques dizaines de millions pour maintenir des gares dans des zones comme chez moi, dans le sud de la province. Mais par contre, qu'on a dépensé, monsieur Jean Debien, ce n'est pas 12 milliards, mais 400 millions pour la gare de Mons, on voit que les priorités ont été sous la pression du bourgmestre de Mons, évidemment, ont été ailleurs. Et ça, au niveau namurois, c'est un constat d'échec. Je pense que là, il faut que toutes les parties autour de la table se remettent en question. Et c'est la même chose pour la gare de Liège. Hein, donc, et on parle maintenant de la gare de Charleroi. Donc, il y a manifestement là un manque de respect de la part de certains partis pour les Namurois. Et ça, il faut vraiment revenir sur cet aspect des choses. Alors, deuxième chose, par rapport au service public, je l'ai dit, dans les techs, vous voyez, ça fonctionne quand on a une gestion privée aux mains des techs. On peut également avoir ça dans d'autres services et c'est ça que OMR nous indiquons. Il faut qu'il y ait plus de souplesse, plus de flexibilité, plus de dynamisme dans la gestion des services publics parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a des coûts excessifs et il faudrait pouvoir rendre un service meilleur à moindre coût. C'est ce que nous souhaitons mettre en place. Jean-Marc Delier ? Oui, peut-être une chose ou deux par rapport à la SNCB. Effectivement, il faut rétablir la vérité des chiffres sur la gare de Mons, enfin, pas faire une fixation sur ce sujet-là, mais dire que dans l'argent que la collectivité investit dans la SNCB, il y a deux choses. Il y a le budget de fonctionnement et il y a le budget d'investissement. Comme dans une commune. Dans une commune, vous avez un budget ordinaire pour les frais de fonctionnement, le personnel, les dépenses de fonctionnement, et vous avez un budget d'investissement, dit budget extraordinaire. Déjà, on mélange les deux choses. Notre pays investit dans son réseau et dans ses gares. Je pense qu'il faut quand même être honnête de dire, on ne va pas, si on est élu rural, dire il ne faut pas investir dans les grandes villes. Elles accueillent une grande proportion des navetteurs, des voyageurs de la SNCB, que ce soit Liège, que ce soit Bruxelles, que ce soit Anvers. La SNCB a investi 800 millions d'euros pour rénover une gare dans un patrimoine exceptionnel à Anvers. Soit Charleroi, Jean-Blou, je pense qu'il y a une volonté de moderniser les gares et d'en faire des lieux attractifs pour que les personnes se sentent à l'aise lorsqu'ils prennent le train. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit oublier les régions rurales et ne pas investir aussi dans les petites gares. Il y a eu aussi des investissements de modernisation dans les petites gares, mais ce qui est important, c'est le service. Avoir des gares, c'est bien.
ne nous focalisons pas sur Mons, parce qu'on sait que Mons, c'est le pays de, etc. C'est quand même emblématique. Une fois, c'est le panda. Ah, parce que c'est lieu d'Iropo, on peut laisser, on n'en parle pas. Écoutez, c'est vraiment dérisoire. Enfin, bref, je n'ai pas... Mais la gare sera pas prête pour mon 2015. Ce qui est important, c'est d'investir dans l'outil, le réseau, les trains, également les gares, là où on accueille les voyageurs, et faire en sorte que le rail soit attractif, sans oublier les petites gares et les services, les points d'arrêt aussi. Ce pour quoi on se bat maintenant dans le plan de transport, ce sont des points d'arrêt ou des lignes qui seraient supprimées. Et là, on se bat pour les maintenir dans ce plan de transport qui n'est pas approuvé. Georges Quinet ? À ce titre, un double regret. Systématiquement, en fin d'année, lors des ajustements budgétaires, on a retiré des moyens d'investissement à la SNCB. C'était un très mauvais signal. Et on a loupé, je pense, en termes d'organisation de la SNCB, la possibilité de refusionner les trois entités de la SNCB. Dans un contexte de rareté des moyens, on a une responsabilité de les utiliser intelligemment. Aujourd'hui, il y a une rivalité entre les trois entités de la SNCB qui resteront deux demain, entre celle qui fait rouler les trains et celle qui gère l'infrastructure, avec des dépenses qui seront inutiles. Une coopération qui n'existe plus, comme au temps de la SNCB unitaire. L'Europe est revenue en arrière, heureusement, grâce au travail notamment des Verts au Parlement européen sur la capacité de refusionner les entités. Ni le ministre Magnette, quand il était ministre, ni son successeur, M. Labi, n'ont fait ce choix et nous le regrettons. Et puis, dernier focus, c'est vraiment l'accueil dans les petites gares rurales. Les voyageurs qui prennent des trains, des liaisons, des liaisons locales sont très mal accueillis. Il y a vraiment une disproportion de moyens. Je rejoins Benoît Dispas sur la réussite qui est la gare de Jean-Blou. Faible investissement, bon accueil. Mais pas une gare rurale, réussite, c'est la réouverture de la gare de Lustin, commune de Profondeville, chez Émilie Hoyos, grâce à la nouvelle majorité communale. Mais c'est à la SNCB d'accueillir correctement ces voyageurs sur les petites lignes. Sinon, après, on fera le constat que les personnes ne prennent plus le train, on supprimera des liaisons. C'est l'inverse qu'il faut faire. Par un meilleur accueil, augmenter la demande. Allez, l'heure tourne. On va rapidement évoquer le tout dernier chapitre. Je vais vous demander à tous d'être assez court. Le chapitre emploi, 600 000 chômeurs, un chômage de jeunes important, un taux d'emploi insuffisant chez les 55-64 ans. Alors, quelles sont vos propositions, vos solutions, Benoît Dispas, pour le CDH ? Il n'y a pas de solution miracle. Personne n'a une baguette magique qui permet de remettre à l'emploi les personnes qui sont en recherche d'emploi. Et certainement pas la solution que certains partis d'extrême gauche ont tendance à préconiser, à savoir la création d'emplois publics. Ce qu'il faut, c'est évidemment revitaliser l'ensemble du tissu économique pour que toutes les entreprises puissent rentrer dans un processus de croissance. Il faut jouer à différents niveaux de pouvoir. À la région wallonne, le plan Marshall a permis de cibler les moyens publics dont on sait qu'ils sont rares sur des cibles vraiment prioritaires, notamment tout ce qui touche à la recherche, à la créativité, à l'innovation, les pôles de compétitivité. Ça marche bien, ça c'est sans doute une des plus belles réalisations de la législature sortante au niveau régional, et il faut encourager il faut continuer dans ce sens-là en associant davantage que ce n'a été le cas jusqu'à présent toute la dynamique de l'enseignement, parce qu'il faut évidemment aussi établir de meilleures passerelles entre le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise. Ça a été longtemps un sujet tabou, ça ne doit plus être le cas. Par bassin de vie, notamment à l'échelle du Namurois, il doit y avoir une réflexion entre les acteurs économiques, les acteurs de l'enseignement, pour améliorer l'offre d'enseignement, l'offre de formation, non seulement pour les jeunes, mais tout au long de la vie. Le transfert de compétences du fédéral vers la région en matière d'emploi est peut-être une opportunité. C'est sans doute un risque aussi, comme tout transfert, mais une opportunité dans la mesure où l'on pourrait élaguer un peu le paysage des aides à l'emploi. Les entreprises ne s'y retrouvent pas, il y a trop d'aides, elles s'additionnent les unes aux autres. Il faudrait simplifier le dispositif pour qu'il soit plus efficace. Enfin, au niveau fédéral, qui garde tout de même de grosses compétences en matière d'emploi, il ne doit pas y avoir de tabou en ce qui concerne les réductions de cotisations sociales. Les cotisations sociales sont lourdes dans notre pays, plus lourdes que dans les pays limitrophes, et ça nous crée un handicap de compétitivité. Ce n'est pas un tabou que de le dire. Et ce n'est pas faire un cadeau aux entreprises que de prendre en compte cette problématique-là. Donc nous proposons très clairement de réduire les cotisations sur les bas revenus et de les réduire, de les supprimer même tout simplement sur les premières expériences professionnelles des jeunes. Parce que les jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi, qui ont beaucoup de difficultés, quel que soit leur niveau de formation d'ailleurs, ont besoin d'un incitant lorsqu'ils s'entendent dire qu'ils n'ont pas suffisamment d'expérience professionnelle, et pour cause. Et donc en supprimant purement et simplement toute charge sur la première expérience professionnelle, nous
nous avons le sentiment que l'on peut ainsi vraiment mettre le pied à l'étrier d'une génération qui ne sera pas ainsi une génération sacrifiée. Et dans la foulée, il faut également activer et amplifier cette garantie jeune qui engage en quelque sorte les pouvoirs publics à offrir aux jeunes au sortir de leurs études dans les 4 mois, soit un emploi, soit un stage, soit une formation pour qu'il y ait vraiment un accompagnement personnalisé. Il ne faut pas laisser les jeunes un petit peu en position d'attente. Il faut les mettre vraiment en mouvement pour qu'ils soient dans une logique d'insertion. Il faut valoriser leurs ressources propres, mais il faut en même temps les accompagner pour que la collectivité dans son ensemble puisse les aider à se créer un avenir sur le plan professionnel. J'ajoute enfin que la réforme fiscale que nous proposons, qui est une réforme de grande ampleur puisqu'elle porte sur 10 milliards d'euros, a pour principal objectif de créer de l'emploi. Sur base des chiffres que nous avons déposés et qui ne sont contestés par personne, c'est environ 140 000 emplois que nous pourrions créer via ce mécanisme de réduction de charges, via également le recyclage des intérêts notionnels au bénéfice des petites et moyennes entreprises qui sont si nombreuses dans le territoire namurois. Avoir une fiscalité plus juste, plus modérée sur les petites et moyennes entreprises nous permettrait également de stimuler l'activité économique et c'est de cela que nous avons besoin. Jean-Marc Delisée, le PS promet un emploi d'1 an à tous les jeunes après 18 mois, mais est-ce que le but c'est pas de faire rentrer ces jeunes dans les chiffres du chômage, Ce ne sont pas des emplois de qualité, ce sont essentiellement des emplois articles 60 et 61. Alors, tout d'abord dire, la priorité absolue, effectivement, c'est l'emploi. C'est vraiment la clé de tout. À la fois sur le plan individuel, pour les trop nombreuses personnes, vous avez indiqué un nom de demandeurs d'emploi qui cherchent un emploi qui aujourd'hui n'existe pas, malheureusement. Et aussi sur le plan collectif, parce que recréer une dynamique économique va permettre de contribuer au financement des services publics, des soins de santé, de la protection sociale. Donc, c'est vraiment pour nous une priorité. Alors, pour les jeunes en particulier, c'est vrai que nous voulons d'abord un meilleur accompagnement dès la sortie de l'école. Nous voulons améliorer la garantie jeune, donc développer encore, amplifier la garantie jeune, une formation, un stage. Et si après 18 mois, ce jeune n'a pas encore trouvé un emploi, s'il n'est pas parvenu à entrer sur le marché du travail, nous voulons effectivement lui proposer un contrat d'1 an, pour lui mettre le pied à l'étrier de l'emploi et lui donner une perspective d'une activité professionnelle, parce qu'on appelle effectivement le contrat d'insertion. Alors, c'est un vrai contrat de travail, payé avec un vrai salaire, mais l'objectif de manière générale pour nous, c'est de relancer la machine économique. On sent une légère reprise, il faut l'amplifier et on veut l'amplifier en redistribuant par une fiscalité plus juste le pouvoir d'achat. Par exemple, on a mis en place le bonus social à l'emploi depuis les années 2000. On veut amplifier ça et aussi ce qu'on appelle le bonus fiscal à l'emploi, c'est-à-dire une réduction de la cotisation personnelle